tous et bienvenue à l'heure des pros jusqu'à 9h30 sur Europe 1 et sur CNews jusqu'à 10h30. Je voulais vous parler ce matin du Nouvel An asiatique qui fut célébré mercredi dans le monde entier, mais aussi en France. Pas de voitures brûlées, pas de rodéo, pas de kalachnikov. Parmi ces Français d'origine asiatique qui sont nés en France, il faut évoquer ceux dont les parents sont arrivés du Vietnam. Le Vietnam est une ex-colonie française. Elle est devenue indépendante après 2 guerres. Le Vietnam n'utilise pas la rente mémorielle. Le Vietnam se développe. Les Vietnamiens qui sont sur le sol de France arrivent d'un autre continent et d'une culture différente. Il y a eu en France plusieurs vagues de migrants vietnamiens. Ceux qui ont quitté le Vietnam avec les colons français, ceux qui sont partis en 1975 avec les Américains, puis les boat people qui ont fui le régime communiste. Le rapprochement familial, le regroupement familial a permis à beaucoup de Vietnamiens de rejoindre Paris. Ils sont une minorité visible en France. Ils vivent souvent en communauté. Ils ne sont pas catholiques. Ils pratiquent le culte des ancêtres et le bouddhisme. Les enfants sont éduqués, ils s'intègrent, ils respectent et les lois de la République et leur culture d'origine. Cet exemple pour dire que submersion, proportion, intégration, assimilation, tous ces mots qui fâchent ne disent pas l'essentiel. Le problème de l'immigration que vit la France est un problème culturel. Pourquoi ça marche, si j'ose dire, avec certains ? Et pourquoi ça ne marche pas avec d'autres? Voici une bonne question que je soumets à tous ce matin. Et vive l'année du serpent de bois, puisque ce 29 janvier marque son entrée. Chana Lousteau. Merci beaucoup Chana Lousteau. On est ce matin avec Rachel Kahn, avec Georges Fenech, avec André Valigny. Je vous ai vu avec Gauthier Lebret, c'était assez musclé l'autre soir. Et puis avec Thomas Bonnet. On reviendra tout à l'heure peut-être sur ce nouvel an asiatique, c'est toujours intéressant parce que... Très intéressant. Mais bien sûr, parce que j'ai pris le Vietnam, parce qu'il y a des parallèles évidemment avec d'autres colonies françaises ou d'autres communautés françaises. Et comme par hasard, donc le problème il est bien culturel, étrangères en France, oui, qui ne posent aucun problème non plus. Je pense, par exemple, qui n'ont pas la même culture. Je pense, par exemple, à la communauté turque. Oui. Les Turcs ne posent jamais de difficultés. Oui. Ou les Kurdes, par exemple. Oui, mais ce qui est intéressant, ce que vous dites sur ce qui est intéressant dans le Vietnam, c'est que c'était une colonie française. Oui, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc le problème, il est culturel. Oui. À partir de ce moment-là où le diagnostic est bon, on peut évidemment essayer de trouver les bonnes solutions. On pourra savoir Rachel Kahn. On pourra savoir les signes asiatiques de tout le monde si vous avez votre année. Oui. Alors oui, oui, vous avez raison. Oui. C'est la serpent de bois. Alors je voulais vous faire écouter, on n'avait pas forcément prévu de commencer par cela, mais il se trouve que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ce qu'elle a dit ce matin montre la radicalité, la polarisation une nouvelle fois du débat en France. Ce qu'elle a dit ce matin me paraît absolument invraisemblable. Puisqu'on parle un peu d'immigration et d'étrangers sur le sol de France, on pourra écouter ce que disait d'ailleurs Gérald Darmanin, mais tout à l'heure je parlais, à l'occasion effectivement du Nouvel An asiatique, je parlais de la communauté vietnamienne. Et je faisais le parallèle entre le Vietnam, ancienne colonie française, pas de rente mémorielle, ces jeunes gens qui sont intégrés à la société française, qui vivent quand même parfois en communauté. Voilà, c'est ça. Ils sont intégrés, pas totalement assimilés. D'ailleurs, on fait toujours la distinction entre intégration et assimilation. Et comment vous expliquez ça? L'intégration fonctionne bien. Oui, comment vous expliquez ça? Parce que moi j'ai une explication. Je pense qu'elle est culturelle, qu'effectivement la place de la famille, par exemple, est très importante. Il n'y a pas de mère célibataire. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc il y a des phénomènes culturels. Il y a effectivement une religion qui est parfois bouddhiste, mais aussi catholique chez les Vietnamiens. Donc je voulais savoir le regard que vous posez sur le fait que cette communauté française, avec des parallèles, s'intègre bien. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi d'autres communautés ne réussissent pas à s'intégrer. D'accord. Et en fait, il n'y en a qu'une qui ne arrive pas. Si vous me permettez. C'est vrai que la 3e génération, ou la 4e génération maintenant des gens venus d'Afrique du Nord, ont beaucoup plus de mal à s'intégrer que les Asiatiques. Je me pose la question, est-ce que ça tient à la religion? Est-ce que ces jeunes-là
sont très religieux. Et dans la mesure où on sait que l'islam, d'après ce que disent les spécialistes, que je ne suis pas, est une religion globalisante. L'islam est une façon aussi de voir la société, de régir la société, y compris sur le plan civil, sur le plan de la famille. C'est une religion qui, parfois, lorsqu'on la pousse à bout, en arrive à s'opposer à l'État, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc est-ce que ça vient de ça? Est-ce que la religion passe avant l'État, dans les nouvelles générations? Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il faut effectivement tout faire. Non, mais sur l'islam, quel est votre... Je ne connais pas assez Vous l'islam. connaissez pas? Si, je le connais un peu, bien sûr, comme tout le monde, mais pas plus que ça. Vous voyez Vous avez un avis? Moi, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre aux nouvelles générations, parce que ce n'était pas le cas de leurs parents ou de leurs grands-parents, à leur faire comprendre que l'islam est une religion, qu'ils peuvent évidemment la pratiquer en toute liberté, comme les autres religions, mais que l'État républicain, l'État laïque, impose des règles que l'on se doit de respecter, quelle que soit sa religion. Mais manifestement, c'est un discours qui n'est pas entendu. Donc c'est un vœu pieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben je vous pose la question. On ne va pas les mettre dehors, ils sont français. C'est difficile. Moi je pose des questions. C'est très compliqué. Moi je pense qu'en grandissant, en vieillissant, peu à peu, ils arrivent... Ah non, ça c'est le contraire, si vous me permettez. Là, c'est la 4e génération, vous l'avez dit. Ceux qui ont 15 ou 16 ans, qui sont un peu en révolte contre... Mais vous n'en savez rien de comment ils seront dans 35 ans, ça sera peut-être pire. Pourquoi vous dites ça? Une famille. Peut-être qu'au contraire, la radicalisation et le rapport à la religion sera encore plus fort. Cette question, Pascal, moi je me la pose depuis toujours. Je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Je me la pose depuis toujours. D'autant plus que lorsque vous allez dans ces pays-là, dont ils sont des descendants, il ne se passe pas du tout le même phénomène. On ne brûle jamais de voiture, il n'y a pas ce niveau de délinquance, il n'y a pas ce refus de l'autorité, bien au contraire. Allez vous balader au Maroc. Donc ça peut être culturel. Mais culturel, Jean-Paul Roulin. ici, pourquoi ici? Parce qu'on a reculé sur l'autorité, parce qu'on a idéologisé une justice qui parle de culture de l'excuse, parce qu'on a laissé faire. Oui. Voilà. Jean-Paul Roulin qui a écrit Il y a ce matin. eu une dérive absolue, et vous seriez surpris peut-être de savoir que Voltaire, pas un imbécile, Bonaparte et Victor Hugo avaient choisi, s'ils avaient à choisir une religion, ils auraient choisi l'islam. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dans le judaïsme non plus. Voilà. Le judaïsme non plus. Oui. Ce que vous appelez d'intermédiaire, c'est qu'il n'y a pas de clergé. J'avais dit. Par exemple, il y a un clergé dans le... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. L'intermédiaire pour vous dans la religion catholique, c'est le clergé? Voilà. Le cléricalisme, c'est l'ennemi, c'est Jaurès qui a dit ça, n'est-ce pas, monsieur Valimi? Oui, c'est ça. Bon, vous avez une bonne Mais réponse. moi, je connais, vous savez, des gens qui parlent à Dieu directement. Oui. Ah ben moi, oui, c'est évident. Oui. Vous êtes croyant? Non. J'ai été enfant de cœur. J'ai évolué beaucoup. J'étais à gauche au départ. Maintenant, je suis plus à droite. Mais je crois que c'est la nature qui existe. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est la nature pour moi. Voilà. Alors, je la suis parfaitement. Et vous avez des messages parfois de ceux qui ne sont plus là parce que vous êtes un survivant. C'est-à-dire que tous vos amis sont morts. Pardon? Je dis, vous êtes un survivant. Tous vos amis sont Je morts. suis un survivant. Tous vos amis sont morts. Oui, ben j'ai eu une vie magnifique, je m'en contente. Hein, et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait mon temps. Est-ce que vous avez des signaux de temps en temps, des signaux de ceux qui ne sont plus là, pourquoi pas, qui vous envoient des signes de l'au-delà? Ils ne m'ont jamais quitté. Vous savez, le problème de la vie, c'est de voir la mort des autres. Parce qu'un jour, tout le monde sait que vous êtes mort, sauf vous. Jean-Paul Rouland est avec nous et on le remercie pour cette joie de vivre qui est la sienne. 1928, moins 4%. À tout de suite. C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. C'est l'information de la nuit. Un troisième suspect a été interpellé dans l'enquête sur le meurtre de la petite Louise. Sabrina Birlin-Bouillet avec nous, service police-justice de CNews. Et puis on ira sur place à Épinay-sur-Orge retrouver Audrey Berthaud. A tout de suite. Les habitants de Lure, en Haute-Saône, vivent une véritable psychose. Pourquoi? Parce que l'État a installé dans leur ville le frère d'un terroriste islamiste du Bataclan qui avait rejoint l'État islamique. Ni l'Algérie, ni le Maroc ne veulent le récupérer.
Une étude très instructive sur l'immigration en provenance du sud-est asiatique. Une immigration vertueuse dans quasiment tous les domaines, et notamment dans l'emploi, la sécurité, la santé, l'éducation. On va détailler cela ce matin. Et Pascal Praud en avait parlé. Un surveillant de prison agressé par un détenu qui voulait faire une prière islamique. On sera en direct dans un instant avec un représentant syndical. Ça s'est passé à Fresnes. Un débat qui ne peut pas avoir lieu parce qu'une partie de la gauche reste aveugle à ces considérations, joue les vierges effarouchées. En somme, lorsqu'il faut justement parler de la réponse pénale pour les mineurs, ils sont enfermés dans leur idéologie et non pas dans le réel. Ils veulent encore juger les jeunes d'aujourd'hui comme c'était le cas en 1945. Merci Thomas. Cette étude passionnante de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur l'immigration en France en provenance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. On s'aperçoit que les enfants issus de cette immigration surperforment à l'école. Ils sont même meilleurs que les élèves français. Autre indicateur, le taux de chômage des immigrés en provenance d'Asie du Sud-Est est de seulement 3% quand il est de 11% pour l'ensemble des immigrés. Écoutez, tiens, d'ailleurs, ce que disait Pascal Praud, c'était le 31 janvier dernier au sujet des célébrations du Nouvel An chinois. Je voulais vous parler ce matin du Nouvel An asiatique qui fut célébré mercredi dans le monde entier, mais aussi en France. Pas de voitures brûlées, pas de rodéo, pas de kalachnikov. Les enfants sont éduqués, ils s'intègrent, ils respectent et les lois de la République et leur culture d'origine. Cet exemple pour dire que submersion, proportion, intégration, assimilation, tous ces mots qui fâchent ne disent pas l'essentiel. Le problème de l'immigration que vit la France est un problème culturel. Voilà, c'est ce que disait Pascal Praud à la fin du mois de janvier. On sera avec Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui a commandé cette étude. Il sera avec nous en plateau à 8h30 ce matin. Voilà, Nicolas Pouvremonti à 8h30 dans la matinale. Les habitants de Lure, en Haute-Saône, ne comprennent pas pourquoi ils sont contraints de côtoyer un djihadiste déchu de sa nationalité française, fiché S, frère de l'un des terroristes islamistes du Bataclan, condamné pour terrorisme et condamné de nouveau récemment pour ne pas avoir respecté les mesures de surveillance qui lui étaient imposées. Qu'attend-on pour expulser cette bombe à retardement du territoire national ? Autre sujet dont on parle ce matin dans la matinale, cette enquête passionnante comme... toutes vos enquêtes, hein, Nicolas Pouvremonti. Bon, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, enquête sur la diaspora d'Asie du Sud-Est, l'immigration en provenance d'Asie du Sud-Est. Déjà, l'Asie du Sud-Est, 3 pays, hein, Vietnam, Laos et Cambodge. Alors, vous avez enquêté sur l'intégration de cette immigration qui remonte à quand ? Les premières arrivées remontent à quand ? Alors écoutez, il y a eu des premières arrivées très limitées dans la première moitié du XXe siècle, parce qu'il y avait des travailleurs, notamment en provenance de ce qui était l'Indochine française. Oui. Grosse poussée des flux dans les années 60-70. On sait qu'il y a notamment eu le phénomène des boat people, des réfugiés en provenance du Cambodge. C'est une immigration qui a globalement augmenté jusqu'à la fin des années 90 et qui a plutôt eu tendance à stagner, voire à diminuer depuis, là où, à l'inverse, d'autres populations immigrées ont beaucoup augmenté depuis les années 2000, x2 pour les immigrés d'Afrique subsaharienne, x2 pour le Moyen-Orient, on pourrait multiplier les exemples. Oui. Alors, constat, on va parler de l'intégration économique, du niveau scolaire. Le constat, intégration économique, le taux de chômage de l'immigration et descendants des immigrés en provenance d'Asie du Sud-Est, le taux de chômage est de 3%, plus bas que la moyenne des immigrés et plus bas que le niveau français. C'est ça, c'est-à-dire que pour la première génération des immigrés d'Asie du Sud-Est, ce taux de chômage de 3%, il est 4 fois inférieur à la moyenne des immigrés, et il est même 2 fois inférieur à celui des Français sans ascendance migratoire directe. Et à l'inverse, si on regarde la part de ces immigrés qui sont en emploi, on se rend compte que 75% de ceux qui sont en âge de travailler occupent effectivement un emploi. À titre de comparaison, c'est 20 points de plus que chez les immigrés originaires d'Algérie, qui sont aujourd'hui le groupe le plus nombreux. Et évidemment, ça a des répercussions de toute nature. Si on prend juste un exemple, celui du logement, on a à peine 14% des immigrés originaires d'Asie du Sud-Est qui vivent en logement social. C'est 3 à 4 fois moins que les immigrés en provenance du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et à l'inverse, on a un taux de propriétaires record dans cette population qui est même là aussi supérieur à celui des Français sans ascendance migratoire. Alors que les parents ou les grands-parents, quand ils sont arrivés, ils ne parlaient pas un mot de français. C'est ça. Certains. Ce qui est très frappant, c'est qu'en une génération, on passe de l'immigration
immigration qui est parmi les moins qualifiées, c'est-à-dire que 44% des immigrés de première génération d'Asie du Sud-Est n'ont aucun diplôme, près de la moitié ne comprenaient pas du tout le français en arrivant, à une deuxième génération de descendants d'immigrés qui, à l'inverse, surperforment sur le plan scolaire, sur le plan universitaire. 38% des descendants d'immigrés originaires de cette zone ont un diplôme supérieur à Bac+2. C'est 10 points de plus que les Français sans ascendance migratoire. Et à peine 6% n'ont aucun diplôme. C'est 3 fois moins, là aussi, que la moyenne des immigrés. On va regarder, succès scolaire, les enfants d'immigrés originaires du sud-est asiatique qui réussissent mieux que les autres. Ce sont des chiffres qu'on retrouve dans le Figaro également. Sur-réussite scolaire, comment ça s'explique ? Il y a très clairement un rôle essentiel du modèle familial. C'est-à-dire que dans les familles originaires du Vietnam, du Cambodge, du Laos, il y a une très forte valorisation de la performance scolaire, un très fort investissement sur la réussite scolaire éducative des enfants. Aussi, plus globalement, une forme de confiance dans les institutions de la société d'accueil. C'est vrai de l'école, mais c'est vrai aussi de la police. Et un rapport, on va dire, pacifié à l'autorité qui se marie avec un sens de la responsabilité parentale qui est quand même très fort. Il y a également, c'est intéressant de noter, sur les questions de délinquance, qu'est-ce qu'on apprend ? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des populations qui sont globalement hors des radars des statistiques de la délinquance. Oui. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les ressortissants originaires d'Asie au sens très large représentaient 3% des mises en cause pour faits de délinquance en 2023. Mais en réalité, dans ces ressortissants d'Asie, il y a aussi des ressortissants du Pakistan, du Bangladesh. C'est vaste, l'Asie. L'Asie du Sud-Est, en fait, c'est un groupe tellement peu représenté dans les statistiques de la délinquance qu'on n'a pas cette granularité d'information. Si on pouvait choisir notre immigration, on se dit que ça changerait tout. Ce qui est frappant, c'est que sur plusieurs générations, il y a des trajectoires d'intégration très différentes. Ce cas est là pour le montrer. Et ce qui est frappant, c'est que, j'y reviens, alors qu'il y a eu une forte poussée de l'immigration depuis les années 2000, cette immigration en provenance du sud-est asiatique est plutôt en déclin. Et ça pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on pourrait aussi parler des indicateurs d'intégration culturelle, pour en prendre un seul qui est souvent employé, et qui est celui de l'endogamie, c'est-à-dire le fait d'épouser ou pas, ou de se mettre en couple ou pas avec quelqu'un de la même origine migratoire que soi. On se rend compte que il y a chez les descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est un taux d'endogamie qui est le plus faible parmi tous les descendants d'immigrés extra-européens, 14%. À titre de comparaison, c'est 5 fois moins que chez les descendants d'immigrés turcs. Et ça atteste, si on en était besoin, de la capacité finalement de fusion dans la communauté nationale qui est quand même assez avancée. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti d'être venu nous présenter votre étude, c'est toujours intéressant. On la retrouve sur le site de votre... Absolument, en libre accès. En libre accès, c'est gratuit, c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre étude c'est un plaisir. Sur CNews. Bon, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour parler d'une étude. Elle émane de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ça avait été évoqué... ce thème par Pascal Praud, avec ses invités, il y a quelques jours, à l'occasion du Nouvel An chinois. Il s'interrogeait sur la manière que certaines communautés, puisqu'on parle de faire nation, avaient de s'intégrer. On parle de beaucoup d'aspects culturels dans nos émissions. Regardez ce sujet qui traite de cette étude, qui revient sur les chiffres, y compris économiques et en matière de taux d'emploi, sur les communautés venues de l'Asie du Sud-Est. Ils sont près de 340 000 à vivre en France. Comptant 2 générations, cette population venue d'Asie du Sud-Est en provenance du Vietnam, du Cambodge et du Laos est citée en modèle d'intégration sociale et économique. Un constat de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie basé sur un ensemble d'indicateurs économiques et sociaux comme la réussite scolaire des enfants ou l'insertion professionnelle. Sur les notes obtenues lors du contrôle continu du brevet des collèges, les élèves d'origine asiatique arrivent en tête. Même constat de réussite pour les travailleurs, dont le taux d'emploi dépasse les 75% contre 62,5% pour l'ensemble des travailleurs immigrés. Le taux de chômage reste également faible chez les populations originaires de l'Asie du Sud-Est, 3,2% contre 11,2% pour l'ensemble des travailleurs immigrés. L'OID note également une sous-représentation de ces populations dans les logements sociaux et des mariages intracommunautaires plus faibles que la moyenne. Seuls 14% vivent avec un conjoint de la même origine, contre 35% chez l'ensemble des descendants d'immigrés. Un ensemble de critères qui permet à l'OID d'affirmer que les populations immigrées en provenance de l'Asie du Sud-Est constituent l'immigration extra-européenne la mieux intégrée. Alors, pour aller plus loin que ce panorama un peu général, sur les chiffres et les données, notamment sur la contribution économique, la productivité, etc., du quotidien, je vous propose d'écouter un spécialiste en la matière, M. Pouvremonti, de cet observatoire.
si on regarde la part de ces immigrés qui sont en emploi, on se rend compte que 75% de ceux qui sont en âge de travailler occupent effectivement un emploi. À titre de comparaison, c'est 20 points de plus que chez les immigrés originaires d'Algérie, qui sont aujourd'hui le groupe le plus nombreux. Et évidemment, ça a des répercussions de toute nature. Si on prend juste un exemple, celui du logement, on a à peine 14% des immigrés originaires d'Asie du Sud-Est qui vivent en logement social. C'est 3 à 4 fois moins que les immigrés en provenance du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et à l'inverse, on a un taux de propriétaires record dans cette population qui est même là aussi supérieur à celui des Français sans ascendance migratoire. Commentaire, mon cher Yvan, sur effectivement le fait que quand on acquiert un certain statut et qu'on s'enrichit sur le plan familial, eh bien, on peut quitter son logement social. Enfin, c'est voué à ça. Un logement social, c'est pour ça que normalement, c'est censé avoir des rotations. C'est que quand vous pouvez accéder à la pleine propriété, vous partez. C'est ce qui se passe précisément avec cette communauté. Oui, on comprend très bien le mécanisme. Ce que cela montre surtout, d'abord, à l'essentiel, c'est que la France s'est encore assimilée quand les populations acceptent de s'assimiler. Or là, vous avez une population d'Asie du Sud-Est qui a connu également la colonisation. Nous étions en Indochine et qui, malgré tout, alors grâce à une culture différente, naturellement, ils sont généralement bouddhistes, enfin avec une culture beaucoup plus pacifiste en tout cas, s'intègrent bien davantage. Et en plus, vous avez des familles qui sont des familles beaucoup plus structurées. Vous avez beaucoup moins d'endogamie, vous avez beaucoup moins de femmes seules. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de polygamie, etc. Donc vous avez toute une structure familiale, toute une structure culturelle, toute une structure religieuse qui explique qu'en effet, vous avez une partie de cette immigration qui est tout à fait exceptionnelle. On l'avait vu avec les boat people déjà dans les années 70-80, où l'on voyait que ces gens qui débarquaient, qui ne savaient pas parler le français, se mettaient très vite à parler le français et à s'intégrer, et d'une manière exceptionnelle. Peut-être est-ce différent pour la communauté chinoise elle-même, qui me semble être plus renfermée malgré tout, qui ne pose pas de problème de sécurité, mais qui est plus communautarisée. Mais sur la communauté vietnamienne, ils n'ont peut qu'applaudir en effet à cet effort d'assimilation extraordinaire qui montre que la France n'est naturellement pas un pays raciste et que le processus d'assimilation n'est pas éteint à partir du moment où ceux qui viennent nous rejoindre sont contents de venir nous rejoindre dans le fond. Frédéric, le facteur culturel joue donc à plein, puisqu'on arrive à faire des études ciblées. En tout cas, ce qu'on voit, si l'on en croit l'étude, c'est qu'il y a 2 facteurs clés. Le premier facteur, c'est une vigilance hors du commun vis-à-vis de la scolarité des enfants, puisqu'on a des taux de réussite, d'après l'étude, largement supérieurs, y compris à des enfants nés de parents français. Donc, on a des taux très largement supérieurs. Donc, je pense que la réussite... Une volonté d'excellence, oui. Voilà, une volonté d'excellence, la réussite scolaire et le travail derrière, qui sont en réalité, disons-nous-le bien, au-delà même de la culture, la question de l'enseignement, de la scolarité et du travail sont les 2 éléments structurants d'une intégration. Et ça, c'est pas culturel quand on veut... Je dis juste que l'enseignement, l'éducation réussie et le travail sont les 2 facteurs d'une intégration réussie. Concernant le taux de chômage, et quand on regarde les comparatifs, c'est assez saisissant quand même. Non, mais il y a une différence majeure aussi quand même, si vous me permettez, c'est que les gouvernements du Laos, du Cambodge, du Vietnam n'incitent pas leurs ressortissants à détester la France. Ça joue quand même. Si on fait la comparaison avec l'Algérie, qui monte la communauté algérienne présente en France contre notre pays, qui l'incite à haïr la France, parce que c'est bien ce qui se passe sur la télévision officielle, sur la télévision d'État algérienne. Où on répète pas de rente mémorielle indochinoise. Non mais naturellement. Ces gouvernements-là ne jouent pas avec la haine de la France pour asseoir leur propre pouvoir et s'exonérer de leurs échecs, contrairement au pouvoir algérien. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Le pouvoir algérien, depuis des décennies, a vraiment un rôle très important dans ce qui se passe en France avec la diaspora algérienne. Et on voit la différence qui là est flagrante. Mais à la fois, il faut rappeler. Il faut arrêter de souffler sur les braises. Non, mais à la fois, ce que dit Yohann est pour partie juste, mais à la fois, il faut rappeler que le peuple algérien a été en contestation extrêmement virulente vis-à-vis du pouvoir de Tebboune, notamment. Bouteflika qui ne voulait pas revenir, etc. Ensuite, Tebboune, quand est arrivé au pouvoir. Donc, il n'y a pas une homogénéité absolue où chacun écouterait Tebboune comme étant non, mais la diaspora est plus sensible à son discours, visiblement. Pendant 2 ans, le Irak, ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, tous les vendredis,
vendredi, il y avait des foules qui étaient absolument immenses. On ne parle pas de quelque chose de marginal, on parle de foules absolument immenses venues contester le pouvoir. Non, mais je relative, je dis pas qu'il n'y a pas. Je conteste pas ce que vous dites du fait. Non, je ne conteste pas. Je veux juste dire que le peuple algérien lui-même. Il a des détracteurs. Heureusement qu'il en a, non, des détracteurs. Mais plus que des détracteurs, il y avait le peuple dans la rue. Excusez-moi, c'est pas des détracteurs. L'opposition à Tebboune ne se manifeste pas beaucoup dans la communauté algérienne qui est immigrée en France, hormis chez des Kabyles. Mais je voudrais tout de même compléter, parce que certes, effectivement, l'Algérie joue un jeu pervers, mais le dénominateur commun de ce défaut d'intégration, c'est quand même bien la culture islamique. On était bien obligé de constater ceci, c'est que le drame que l'on doit aujourd'hui avoir à surmonter, c'est bien cette immigration musulmane qui en partie s'est islamisée et qui est incapable, est imperméable à toute juste si cette étude a un intérêt, c'est de regarder quels sont les facteurs de réussite. C'est ça qu'il faut regarder, et regarder comment s'y appuyer dessus pour aider à réussir. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on reviendra avec un autre thème juste après, évidemment, le journal d'Augustin Donadieu. À tout de suite. Bienvenue à l'heure des livres, Mintra Nuit. On est ravis de vous recevoir. On aime bien vos livres. Vous venez d'en publier un nouveau qui s'appelle Ma grand-mère et le pays de la poésie, un livre qui est paru chez Flammarion. Alors c'est une manière de revenir sur vos racines vietnamiennes à travers ce personnage de cette grand-mère tout à fait exceptionnelle qui s'est beaucoup occupée de vous. C'est une histoire de transmission, une histoire de connaissance, une histoire d'amour surtout. Alors cette grand-mère, elle a le visage de l'enfance, elle sent bon le Chanel numéro 5, elle se met du lait d'amande douce sur le visage, une vieille dame aux mains blanches, aux cheveux lisses et aux yeux sombres, écrivez-vous. Elle est arrivée en France en 76, mais finalement, vous vous êtes rendu compte, lorsqu'elle est disparue, que vous la connaissiez peu, en dehors de confidences que vous avez faites un jour de sieste. C'est pour cela, pour mieux la connaître, que vous avez écrit ce livre? Eh bien, en tout cas, c'est pour mettre en ordre les fragments de connaissances que j'avais à son propos, parce que ma grand-mère, pendant très longtemps, pour moi, elle s'est limitée et en même temps c'est immense, à un rôle nourricier, parce que c'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui m'a appris mes premiers mots, et moi je parlais que vietnamien avant d'arriver à l'école en France. Et elle avait recréé une bulle un peu de Vietnam, celle qui cousait mes vêtements, celle qui me faisait à manger, donc je mangeais aussi vietnamien. Et quand on est petit, on pense en fait que les gens autour de vous, ils ont toujours été ce qu'ils sont, qu'ils ont choisi leur vie par ailleurs, c'est encore autre chose, mais que votre père est votre père, votre mère est votre mère, votre grand-mère est votre grand-mère, ils n'ont forcément pas eu de vie avant. Mais parfois, en fait, on se rend compte que s'ils ont eu une vie, et je pense que j'ai voulu écrire un peu le roman de ma grand-mère, un roman qu'elle n'aurait jamais eu l'idée de dérouler ou de conter, parce qu'elle fait partie d'une génération, en France aussi on a la même chose, de taiseux. On ne raconte pas les drames, on ne raconte pas les tragédies, on ne raconte pas qui on est. Oui, donc un roman qui permet, à travers son destin, de mieux vous connaître, d'aller vers vos racines. Vous mettez, ce n'est pas un hasard, en ouverture, une citation de Georges Perec, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Est-ce que, effectivement, ce livre vous a permis de mieux vous connaître? Je pense qu'en fait, tous mes livres ont été un moyen pour moi, bien sûr, de faire de l'art, dans le sens où je suis très intéressée, très attachée à la beauté de la langue, à de la structure, à ordonner les événements ou les faits que je raconte de façon à créer de la beauté. Mais ils ont aussi eu cette fonction, à savoir permettre de mieux comprendre, de mieux lire le monde et de mieux lire qui je suis, de mieux m'y situer. Et je pense que depuis mon premier roman, La princesse et le pêcheur, où il y a déjà un personnage de grand-mère, jusqu'à ce texte-là, oui, il y a une façon de mieux comprendre quelle est ma place en ce monde et qui je suis, sachant que pour moi, l'écriture, elle naît souvent d'un sentiment d'étrangeté ou le sentiment d'une identité brouillée. C'est précisément parce qu'on sent en décalage avec ceux qui nous entourent. Ça peut être sa famille, ça peut être sa classe sociale, ça peut être sa classe au collège ou au lycée, ou ça peut être ses parents, que naît le besoin de se réconcilier ou de mieux comprendre. Et à ce moment-là, souvent on utilise les livres, on se met à lire et ensuite on se met à écrire. Alors, on apprend à travers le livre, les pages, en fait, que sa vie avant d'arriver en France a été
parsemé de drames. Enfin, il y a d'abord eu, malgré tout, une histoire d'amour avec son mari, votre grand-père que vous n'avez pas connu. Elle raconte ce mariage et puis les rites d'alors, comme les dents laquées en noir, qui est quelque chose d'assez étonnant, dont elle garde les traces. Il y a des traces noires, elle s'en fait enlever le noir, mais des traces sur les Oui, gencives. il fallait avoir un sourire laqué. C'est ça, le autrefois. sourire laqué. Et les paysannes, si elles n'avaient pas les dents noires luisantes, étaient considérées comme, ma foi, des canons de beauté qui perdaient. Qui n'était pas dans les normes. Et puis, elle a vécu des drames, parce qu'elle a perdu ce mari, elle a perdu son père, elle a eu 2 enfants, dont votre père, et une fille aussi qui est morte. Elle a perdu sa maison. Et en fait, vous découvrez, vous racontez un paysage dévasté, finalement, avant d'arriver en France. En fait, je pense que mon esthétique et l'esthétique de ce texte en particulier, c'est celle que les Japonais appellent le kitsungi. C'est-à-dire que plutôt que de cacher ses blessures et de faire en sorte de les dissimuler, on va les passer à l'or. Dans le cas du kitsungi, c'est quand vous avez brisé un vase ou une tasse, plutôt que de la reconstituer avec un vernis invisible, mais souvent toxique, vous allez mélanger de la sève et de l'or 24 carats et on va éliminer les failles. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cet ordre, dans ce livre-là, c'est que de toutes les failles, de toutes les blessures, de toutes les douleurs qu'a vécues ma grand-mère, elle est sortie, en fait, je dirais pas intacte, ce serait totalement faux, mais je n'ai pu qu'admirer la force qu'elle avait pu conserver et qu'elle exprimait, non pas, je ne sais pas, en combattant dans un maquis, mais en nous entourant d'amour et en prenant soin de ceux auxquels elle tenait. Et aujourd'hui, on magnifie plutôt l'exploit individuel, on cherche des héros. Moi, j'ai voulu m'intéresser à quelqu'un qui, justement, ne s'est jamais pensé comme une héroïne, alors qu'elle en était une. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire c'est un très beau livre, très sensible, très joliment écrit. Ça s'appelle Ma grand-mère et le pays de la poésie. C'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup, Mine Tranui. Merci à vous. Au sommaire ce soir, combien de députés seraient concernés par la consommation de drogue ? Alors qu'Élise Lucet soumet les parlementaires à des tests antidrogue, on peut se demander si cette démarche est justifiée ou si elle ne révèle pas plutôt d'une grande obsession contemporaine pour la pureté incarnée par de nouveaux inquisiteurs. L'édito de Mathieu Bocoté. Pourquoi l'immigration asiatique en France interpelle-t-elle ? Excellente intégration économique, 4 fois moins de chômage que la moyenne des immigrés. Notre chroniqueur mystère a étudié les différentes immigrations en France. Avec ce spécialiste, nous nous arrêterons également sur le droit du sol qui vient faire exploser les chiffres de l'immigration en France et sur le fait qu'aucune contrainte européenne ne nous empêche de stopper ce statut. Nicolas Prouveau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, est notre chroniqueur mystère ce soir. Une page histoire avec Marc Menant. Notre histoire, tout souvent méconnue, trop souvent piétinée. Nous nous arrêterons sur Charles Maurice de Talleyrand. Né le 13 février 1754, c'est un grand personnage de l'histoire de France, à l'origine notamment de la nationalisation des biens de l'Église. Le regard de Marc Menant. Le jeune Elias, 14 ans, est mort non pas de coups de couteau, mais de coups de machette il y a 3 semaines. Ce sont les parents de l'adolescent qui l'ont révélé dans une lettre poignante, une lettre dans laquelle ils interrogent sur ces 2 mineurs auteurs présumés du meurtre connus par la police et par la justice, mais que personne n'a su arrêter avant de commettre l'irréparable. Un cri qui rappelle certainement celui de la veuve du gendarme Comines, l'État a tué mon mari, le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, Laurent Wauquiez a annoncé sa candidature à la tête de la présidence LR au lendemain de celle de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a réalisé une percée dans le cœur des Français de droite. Il est une évidence pour certains, une gêne pour d'autres. Qu'est-ce que cela dit de l'avenir de la droite ? L'édito de Mathieu Bocoté. Beaucoup de sujets d'actualité. 1 heure avec nos mousquetaires pour tout se dire et sans tabou.
D'abord, la justice a ordonné l'évacuation de la Gaîté Lyrique d'ici un mois, occupée par 300 jeunes migrants et du collectif des jeunes du parc de Belleville depuis le 10 décembre. Rappelons que toutes les activités culturelles de la Gaîté Lyrique sont stoppées net depuis 2 mois. Et la raison pour laquelle je commence cette édition, c'est parce qu'un journaliste de CNews a été bousculé, pris à partie par une dizaine de migrants sur les lieux de la Gaîté Lyrique aujourd'hui. Il filmait la façade du bâtiment avec son téléphone portable lorsque plusieurs migrants se sont approchés en reprochant aux journalistes de ne pas les respecter, qu'il y avait un droit à l'image. Le journaliste, et j'ai vu les images dans son téléphone, ne filmait que la façade. Pourtant, une plainte a été déposée. Nous exprimons toute notre solidarité à tous les journalistes de CNews qui sont sur le terrain. Et ce journaliste remercie particulièrement les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement afin que cela ne dégénère pas. Merci en tout cas à ces journalistes qui ne peuvent plus faire leur métier convenablement. Et un article du Point, j'ai envie de le citer, rappelle d'ailleurs, je cite, « Le cri d'alarme des communes allemandes face à l'immigration, comme à Fulda, ville de 70 000 habitants, où les responsables locaux sont débordés et exigent un plafonnement de l'immigration, thème central des élections législatives en Allemagne le 23 février. » Tout ça pour arriver à l'immigration, tout ça pour arriver à notre chroniqueur mystère. Nicolas Provomonti, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous venez de publier une nouvelle étude consacrée à l'immigration d'Asie du Sud-Est en France. Elle est incroyable. Elle souligne beaucoup de sujets tabous. On marque une pause et on revient sur ce sujet. Nicolas Provomonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, chroniqueur mystère ce soir. Vous êtes bien, ça va, tout va bien? Parfait. À côté de Mathieu Bocoté, tout va bien? Subjugué par Mathieu. Ah oui, L'éminent sociologue. Depuis hier soir, notre invité l'a appelé l'éminent sociologue. Je le reconnais. Maintenant, on se prosterne presque devant Mathieu et devant ses éditos. Mais maintenant, on va se prosterner devant vous. Je n'y prétends pas. Prosternation limitée, attention, pour tout le monde. Hein. Dieu avant tout, hein, évidemment. Alors, cette question, vous êtes documenté sur cette immigration de l'Asie du Sud-Est. Vous avez regardé un peu l'intégration exceptionnelle de cette immigration dans la société française et vous entendez ainsi lever un tabou majeur. Il n'y a pas une, mais des immigrations en France qui produisent des résultats très différents. D'abord, dites-nous en plus et dans un instant, on parlera du droit du sol. Bien sûr, écoutez, on ne peut plus dire aujourd'hui que l'immigration soit un sujet absent du débat public. On en parle beaucoup et pour des raisons légitimes et fondées. Mais c'est vrai qu'il reste une forme de gêne à avoir une approche différenciée de l'immigration, des immigrations, et notamment selon les origines géographiques de l'immigration. Ça tient à différentes raisons, notamment à un souci de ne pas vouloir essentialiser les individus en fonction du groupe dont ils sont originaires, et c'est évidemment un souci légitime. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des constats factuels, rationnels, objectifs à notre disposition attestent qu'il y a effectivement des réalités d'intégration très différentes selon l'origine migratoire des populations immigrées. Et de ce point de vue-là, le cas de l'immigration d'Asie du Sud-Est est vraiment symbolique. D'abord, ce qui est frappant dans cette immigration, c'est le très haut niveau d'intégration économique. C'est-à-dire que ces immigrés d'Asie du Sud-Est, ils ont un taux de chômage de l'ordre de 3%. C'est 4 fois moins que la moyenne des immigrés. Et c'est même 2 fois moins que les Français sans ascendance migratoire. Donc il y a un taux de chômage plus bas que la population native. Si on prend à l'inverse la part de ces immigrés qui sont en emploi, on se rend compte que 75% de ceux qui sont en âge de travailler occupent un emploi. À titre de comparaison, c'est 20 points de plus que chez les immigrés originaires d'Algérie, par exemple, qui sont les plus nombreux aujourd'hui. Évidemment, ça a des implications dans tout un tas de domaines. Notamment, ces populations sont amenées à moins recourir aux dispositifs de solidarité qui existent dans notre société. Pour ne prendre que l'exemple du logement, on a seulement 14% des immigrés d'Asie du Sud-Est en France qui vivent en logement social. C'est 3 à 4 fois moins que les immigrés originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Ce qui est d'autant plus notable, c'est que c'est une immigration qui est globalement peu qualifiée, avec des niveaux de diplôme assez bas et un niveau de maîtrise du français parmi les plus faibles quand elle arrive. Mais en l'espace d'une génération, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être déjà très intégré sur le marché du travail, mais en tout cas, en l'espace d'une génération,
On passe d'une immigration avec les niveaux de qualification les plus faibles, mais déjà une très bonne intégration économique, à des descendants d'immigrés. C'est la deuxième génération originaire d'Asie du Sud-Est qui compte l'une des plus fortes parts de diplômés. 38% des enfants d'immigrés d'Asie du Sud-Est ont un diplôme supérieur à Bac+2. C'est 10 points de plus que les Français sans ascendance migratoire. Donc là aussi, une surperformance par rapport à la population native. Et seulement 6% d'entre eux n'ont aucun diplôme. C'est 3 fois moins que la moyenne des descendants d'immigrés. Évidemment, il y a un facteur explicatif majeur à cela, ce sont les structures familiales. Et les structures familiales propres à cette immigration, avec une très forte confiance dans les institutions de la société d'accueil, et notamment dans le système scolaire, un très fort investissement parental dans la réussite éducative, un niveau d'endogamie assez faible aussi. L'endogamie, c'est le fait d'épouser quelqu'un de la même origine migratoire que soi. Le taux d'endogamie des descendants d'immigrés de cette origine est le plus faible de toutes les origines migratoires extra-européennes. Et ce qui pose question, c'est que malgré ces constats éminemment objectifs, c'est une immigration aujourd'hui qui est plutôt en recul en France. C'est-à-dire qu'il y a moins d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est aujourd'hui dans notre pays qu'il y en avait durant les années 2000, alors que dans le même temps, la population immigrée au total a augmenté de 40% depuis 2006. La population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne a doublé. Celle originaire du Moyen-Orient a doublé. Et tout ça renvoie à un constat qui méritera un jour d'être traité politiquement. C'est que dans l'état actuel de notre droit, la France n'a plus les moyens de choisir son immigration et notamment de la choisir en fonction de trajectoires d'intégration qu'on sait être très différentes sur plusieurs générations. Ce sera un sujet qui méritera d'être abordé par les responsables en question. Très intéressant. Et pourquoi, pardonnez-moi, une petite question subsidiaire, pourquoi cette immigration baisse, on va dire, caricaturons, permettons-nous la bonne et la mauvaise immigration, celle qui s'intègre, celle qui a une excellente intégration économique ou pas, pourquoi cette bonne immigration, entre guillemets, je dis bien, diminue ? Alors il y a 2 raisons à ça. Il y a des raisons propres au pays d'origine en question, c'est-à-dire qu'on parle du Vietnam, du Cambodge, du Laos, qui sont des pays qui se portent plutôt bien économiquement, qui ont une forte croissance, donc il y a aussi une moindre incitation à partir. Mais il y a aussi des facteurs propres à notre politique d'immigration. Typiquement, en France, on a très peu d'immigration de travail. Dans les chiffres de l'immigration qui sont parus la semaine dernière, on avait seulement un titre de séjour sur 6 qui était pour motif économique. À l'inverse, sur 15 ans, 2005-2020, on a reçu l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Union européenne. Et ça se retrouve aussi dans les origines géographiques de cette immigration qui est en France la plus largement originaire du continent africain. On a des phénomènes de diaspora en lien avec un certain nombre de pays africains à forte démographie qui nourrissent ce type d'immigration pendant que d'autres se tassent. Petite question sur les Philippines, les Philippins, eux aussi s'intègrent bien. Alors on a moins de données sur eux. Pardon, pardon, je dis ça, ce sont des questions subsidiaires, mais c'est parce que souvent on entend ça un peu, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, enfin, comme vous dites, il n'y a pas de données officielles, mais on entend ça dans la rue, on voit que les nounous sont philippines, on voit les Parisiens qui cherchent des nounous originaires des Philippines pour leur sérieux, pour leur capacité d'intégration, pour leur force de travail. Est-ce que là aussi vous avez des chiffres, pardon? Alors, là on parle d'une population immigrée qui est quand même beaucoup plus restreinte en volume aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de Philippins que de Vietnamiens. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de données spécifiques sur ces populations. Mais on peut supposer que les grands constats qu'on a faits sur les structures familiales du Vietnam ou du Cambodge peuvent s'appliquer au moins en partie à l'immigration philippine qu'on peut recevoir en France. Pardon, j'avais beaucoup de questions subsidiaires. Abordons l'autre sujet, le droit du sol, puisqu'il est revenu en force dans l'actualité ces dernières semaines. On a fait un très beau dossier avec Charlotte Dornelas la semaine dernière. On va revenir dessus, parce que par Mayotte, on en a parlé, et ensuite peut-être pour l'ensemble du pays, et François Bayrou a appelé à un débat. Donc c'est le droit du sol pour avoir l'accès à la nationalité française. Différents responsables se sont prononcés pour, d'autres contre. Qu'en est-il vraiment sur le plan des chiffres notamment? Qui est vraiment concerné aujourd'hui? Alors peut-être pour rappeler ce qu'on entend en France par le droit du sol, parce que ça a une définition différente selon les pays. Oui. Dans notre contexte, ça renvoie à l'acquisition automatique de droits à 18 ans de la nationalité française pour les jeunes qui sont nés en France de parents étrangers, qui sont en France à leur majorité et qui ont eu leur résidence habituelle en France pendant au moins 5 ans, entre 11 et 18 ans. C'est le critère qui est fixé par la loi. On peut anticiper, avant même 18 ans, l'acquisition de cette nationalité quand on remplit déjà les critères. Il faut simplement faire une déclaration à l'administration. On parle de volumes qui sont non négligeables. Au total, depuis l'an 2000,
il y a 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française. Et sur ces 3 millions de personnes, un peu plus de 700 000 l'ont fait dans le cadre du droit du sol. À côté de ça, on a environ eu 500 000 acquisitions par mariage et 1 500 000 naturalisations par décret. Donc là, c'est une procédure qui n'est pas automatique, avec des critères à remplir et qui relève par ailleurs de la décision du politique. Cette part du droit du sol, donc c'est 1/4 du total des acquisitions depuis l'an 2000, et c'est même plus sur la dernière année dont on dispose, en 2023, c'était plus d'un tiers, 35% des acquisitions de la nationalité en 2023 relève du droit du sol, ce qui a évidemment des implications fortes en termes politiques, parce que, j'y reviens, on parle d'une acquisition de droit sans aucune vérification des critères d'intégration, y compris de critères parmi les plus élémentaires, du type absence de condamnation pénale grave. Tout cela n'est pas vérifié, et ça n'est pas le fait de ne pas avoir ce type de condamnation, par exemple, n'est même pas un critère à ce stade pour être finalement privé de ce droit automatique à la nationalité française. Et ça a évidemment des implications volumétriques d'autant plus fortes que le droit du sol en lui-même génère d'autres acquisitions de la nationalité par capillarité, si je puis dire. Pour prendre un seul exemple, les frères et sœurs des personnes qui ont acquis la nationalité française par le droit du sol ont à leur tour le droit de devenir français, même si elles ne sont pas nées en France, sous réserve d'un nombre de critères relativement restreint. Et là, vous voyez, ces acquisitions-là, les frères et sœurs des personnes qui sont devenues françaises par le droit du sol ne sont pas comptés dans les 700 000 acquisitions que je vous délivrais. Et on pourrait multiplier les exemples, et peut-être un autre cas de niche un peu bizarre de notre droit de la nationalité, c'est l'acquisition de la citoyenneté française par les mineurs non accompagnés, les MNA, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Aujourd'hui, un mineur non accompagné, un mineur étranger isolé en France, a le droit d'obtenir la nationalité française avant ses 18 ans, s'il a été pris en charge au moins 3 ans par l'aide sociale à l'enfance, ce qui est fait systématiquement quand les personnes sont reconnues mineurs non accompagnés. Et donc on perçoit tout le potentiel d'appel d'air que peut avoir le droit de la nationalité lorsqu'il est aussi large et inconditionnel. Mais le droit du sol, Nicolas Provomonti, est-il vraiment un facteur d'attractivité pour l'immigration, comme l'avancent certains élus, notamment pour Mayotte? Autre question, les responsables politiques, est-ce qu'ils ont les moyens de le réformer librement ou est-ce qu'ils sont soumis à des contraintes, par exemple au niveau européen? J'en parlais dans le titre tout à l'heure. Bien sûr, écoutez, aujourd'hui, l'attractivité migratoire du droit du sol, elle ne fait pas de doute. Elle est documentée au niveau mondial, elle se constate partout où voisinent des États qui ont des niveaux de vie et des niveaux de développement très différents. C'est les femmes latino-américaines qui vont accoucher aux États-Unis, ce sont les femmes comoriennes qui viennent ou tentent de venir accoucher à Mayotte. Il y a eu de ça 4 ans une étude menée au niveau mondial par 3 chercheurs qui étaient Bain, Machado et Ruissen, qui sont des économistes, et qui ont pu établir au niveau mondial que la facilité d'accès à la nationalité dans le pays d'accueil fait partie d'un ensemble de facteurs qui jouent dans le choix du pays de destination parmi les immigrés qui ont choisi de quitter leur pays. Donc cette attractivité, elle est documentée. Et pour ce qui est des contraintes qui pèsent en la matière sur nos choix politiques, en vérité, il y en a très peu. C'est-à-dire que le droit de l'Union européenne ne nous impose quasiment rien en matière d'accès à la nationalité. Le droit de la Convention européenne des droits de l'homme non plus. On est beaucoup plus libre que sur d'autres sujets liés à l'immigration. Et d'ailleurs, il y a dans l'espace européen des États qui ont des régimes de nationalité très différents d'une autre. Vous allez en Italie, il n'y a pas de droit du sol en Italie. C'est ce qu'on appelle un peu improprement un droit du sang, parce que c'est plutôt un droit de la filiation, ça n'a rien de biologique. Est italien l'enfant né d'une mère italienne ou d'un père italien. Et on n'a même pas à ce stade non plus de contraintes constitutionnelles. C'est-à-dire que la Constitution dit explicitement, c'est son article 34, que c'est la loi qui fixe les règles relatives à la nationalité. Peut-être que le Conseil constitutionnel, lors d'une prochaine loi, inventera un principe à valeur constitutionnelle tel que finalement on ne peut pas le faire même si c'est écrit. Mais en tout cas, pour l'instant, cet obstacle n'existe pas. Et quand le Premier ministre invite à débattre de ce qu'est être français, c'est évidemment très louable, mais il ne faudrait pas que l'injonction à débattre soit une façon de se dispenser de décider, car il a des outils en la matière. Quel éclairage, en tout cas, très pointu. Vous revenez quand vous voulez. Hein. On va mettre une 5e chaise parce qu'on aime bien quand Gabriel est là aussi. Notre 5e chroniqueur. Surtout pas voler le siège de Gabriel. Non, on partage tout. Merci. Dans un instant, avec Charlotte Dornelas, on parlera de la lettre poignante des parents du jeune